Dossier neurodiversité. Terrain d'enquête numéro 5. Des mots sur nos mots. Sur l'affaire, Nanon, Maë, Tom et Plume. Bonjour, bonsoir. Nous sommes Tom, Maë, Plume et Nanon, les voix méconnues. Vous écoutez Audiotypie, une enquête sur la place de la neurodiversité dans la société. La neurodivergence serait-elle bienvenue dans le monde des arts, c'est-à-dire la littérature, la peinture, la musique, autant de domaines où la neurodiversité est très représentée. Nous allons en parler en compagnie de Tariq Noui, un créateur protéiforme qui exprime ces différences et nous ouvre les portes de sa création. Alors, je m'appelle Tariq Noui, j'ai 51 ans, et après en fonction, je suis auteur, de manière large, parce que je fais beaucoup d'autres choses à côté, voilà. Ok, d'accord. Quelles sont vos passions dans la vie ? On va dire vraiment dans le sens le plus large possible, la création, créer, voilà, tout simplement. Ok, super. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je voulais savoir si l'art vous a-t-il aidé d'une certaine manière, que ce soit dans votre quotidien, que ce soit de manière très très large en fait, en tant que personne, tout ça. Alors en fait, j'ai réfléchi à cette question et elle est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît en vérité. Elle est même très complexe, à vrai dire, parce que la vraie question c'est est-ce que moi j'ai aidé l'art d'une manière ou d'une autre déjà. Mais c'est surtout que est-ce que ça m'a aidé. En fait, la question elle est compliquée parce que ça m'a pas aidé dans le sens où ça m'a amené des tracas, ça m'amène des problèmes en tout cas. Après, ça m'aide dans le sens où je peux m'épanouir un tant soit peu à l'intérieur. Quand c'est oui, je m'épanouis à l'intérieur. Après, aider, je ne sais pas si ce terme est juste pour la simple raison que je suis obligé de le faire. Voilà. Donc je ne peux pas dire que l'art m'a aidé, mais en tout cas, c'est un environnement qui était le plus à même d'accueillir ce que j'avais envie de faire, tu vois, mon désir en tout cas. Et du coup, quand Donc, vous parlez d'obligation, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose dont vous êtes obligé de faire pour pouvoir vivre, que vous êtes obligé... C'est pas une certaine contrainte ou... Oui, si, c'est une contrainte. Mais quand je dis obligé de le faire, c'est pas obligé de le faire pour vivre dans le sens avoir un emploi, une fonction dans ce monde, ou alors d'un point de vue purement alimentaire, ou qu'importe. C'est que je suis obligé de le faire. C'est ce que je sais faire, c'est ce que je dois faire. En tout cas, je vois pas comment je pourrais faire autrement parce que. Et quand je dis créer, attention, je parle pas simplement de créer dans un cadre professionnel, dans un cadre particulier. Non, c'est juste créer même. Je sais pas, je serais sur une île déserte, je pense que je continuerai à créer, quoi. Voilà, tout simplement, à faire des choses. J'aime bien inventer des choses, faire des choses, réfléchir, penser à des choses, rêver à des choses. Et en tout cas, c'est ce qui me permet, je pense, d'avoir un ancrage et d'exister tout simplement. Et donc oui, je suis obligé de créer. Je me sens obligé. Quand je dis obligé, c'est parce qu'en fait, parfois, j'aurais bien aimé arrêter. J'avais essayé d'ailleurs, mais ça c'est un lamentable échec. Mais voilà, parfois j'aimerais bien essayer arrêter. Enfin voilà, c'est un fantasme, mais qui n'y arrivera pas. Parce que je ne peux pas faire autrement. Voilà. D'accord, et du coup, pourquoi ce serait cette volonté peut-être d'arrêter ? Pourquoi ? Parce que, alors pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que ça nous met dans une posture toujours très... je ne sais pas si on fait de l'art pour s'approcher ou s'éloigner des gens en tout cas, mais en tout cas ça crée quelque chose, une distance qu'on aimerait réduire. Deuxième chose, c'est que ça c'est toujours ça prend beaucoup de place parce que on y pense tout le temps, on a toujours quelque chose en tête, et en fait c'est sans fin aussi, parce pour la simple raison que à chaque fois qu'on crée quelque chose ou qu'on produit quelque chose en art, c'est pas une finalité en soi, c'est qu'il y a toujours, ça engendre un autre processus. D'accord, Et ok. ainsi de suite en fait. On trouve quelque chose, on se dit ah j'ai trouvé ça, c'est une nouvelle voie, je cherche une nouvelle voie, j'avance dans cette nouvelle voie. Donc c'est un processus sans fin, donc c'est assez angoissant en fait. Mais ça permet en tout cas de canaliser ses propres angoisses, voilà, parce que ça permet aussi d'être dans un univers, dans son univers, de pouvoir avancer. Et là où c'est compliqué, c'est que ça génère beaucoup d'énergie, l'art, on l'oublie de le dire assez souvent,
la littérature que j'ai pratiquée plus profondément, on va dire, c'est un domaine dangereux aussi. Simplement, on oublie de dire que l'art est dangereux, peut être dangereux. J'ai un ami qui est devenu complètement fou, alors lui, je pense qu'il est mort aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est dangereux pour l'esprit en fait, c'est un travail dangereux. Donc il faut faire attention. Moi je suis passé par des phases où c'était un peu plus compliqué, et donc voilà pourquoi je dis que des fois on aimerait bien, j'ai toujours le fantasme d'avoir un travail normal, de vivre une vie entre guillemets normale, c'est-à-dire rentrer le soir chez moi, m'intéresser à des choses comme tout le monde s'intéresse, ainsi de suite. J'ai essayé de le faire une fois, mais j'ai jamais réussi. Puis j'ai jamais réussi à tenir un emploi, tout simplement, parce que voilà. Oui, c'était pas fait pour vous, quoi. Non, absolument pas. Et j'étais pas fait pour eux non plus, cela dit. Je voulais savoir du coup quelles sont vos créations. C'est la littérature d'abord. Moi, je viens de la littérature, de l'écriture en fait. Donc j'écris des romans. J'ai écrit aussi des pièces de théâtre. Ensuite, je fais aussi du scénario pour la télévision et le cinéma. Oui. J'écris aussi. Après, je fais aussi du dessin. Je fais de la peinture. J'ai fait des photos aussi. Je fais des expos. Je fais aussi des décors, de la vidéo pour le théâtre, de l'animation, je fais des clips aussi. J'ai fait de la musique. Je fais de la musique. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait, je sais pas. Là, j'ai commencé à faire de la scénographie parce que ça m'intéresse. Je fais aussi des costumes. Je fabrique aussi des masques pour le théâtre aussi, pour les performances. Je fais aussi des performances. J'écris aussi des textes politiques. Enfin voilà, je produis un peu tout ce qui peut être produit. Enfin, tu vois, après à différents niveaux évidemment, mais voilà, en tout cas, c'est un peu ma principale activité, on va dire. Oui, vous êtes vraiment multitâche, quoi. Vous touchez à tout, ça vous intéresse sur tous les plans, en fait, finalement. Oui, et puis en plus, faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a une chance incroyable. Alors, c'est qu'on peut apprendre très très vite les choses grâce à Internet, tout ça. Moi, par exemple, j'ai appris à faire du montage, j'ai appris à utiliser After Effects, j'ai appris à utiliser Photoshop, j'ai appris à utiliser, je sais pas, Midjourney, j'ai tiré des trucs dessus. Voilà, donc ça, je me prends quelques jours. Bon, ça donne lieu à des migraines ophtalmiques aussi des fois, mais à force d'être dessus. Mais voilà, donc c'est incroyable, on peut tout apprendre. Donc, j'en ai conclu que ma capacité, en tout cas mon petit talent, c'est d'apprendre. Voilà. C'est génial. Apprendre et maîtriser un objet. Et puis après, essayer de le connecter à d'autres objets, parce que tout est connecté. J'ai un monde mon univers est plutôt cohérent en tout cas, que ce soit dans l'image, que ce soit en écrit, que ce soit. Donc voilà, je contiens un univers, voilà, que j'exprime après comme j'ai envie, tout simplement. D'accord, ok. Je vais passer à une autre question du coup. Notre podcast, comme vous le savez, tourne autour de la neuroatypie et de la neurodiversité. Du coup, j'ai une question qui serait est-ce que tu penses, excuse-moi, que ta neuroatypie apporte quelque chose en plus à votre art? L'art est une forme atypique d'existence déjà, d'être au monde. Oui, déjà, totalement. Donc en fait, je ne sais pas si ça apporte plus d'être, je sais pas moi, Asperger ou être autiste. Est-ce que ça apporte ou pas? Je sais pas. En tout cas, comme l'art en fait, c'est la recherche de nouvelles formes, de nouvelles. C'est un laboratoire en fait. C'est un laboratoire de recherche. Bon ben, chaque personne peut chercher avec ses propres compétences et trouver jusqu'à un certain point. Mais en tout cas, voilà. Après, là peut-être où on peut, c'est peut-être parler de l'art académique et l'art brut, par exemple. Voilà. Oui. Évidemment, là, on va trouver beaucoup plus de neuroatypiques dans l'art brut, clairement. Donc, est-ce que déjà vous pouvez nous en parler en quelques mots, quelques phrases? Alors, l'art brut, pour moi, j'aime bien l'art brut. Il y a à côté de chez moi, il y a la Halle Saint-Pierre. Je vais parler de la Halle Saint-Pierre, qui est un lieu où il y a justement des expositions d'art brut. Et ce que j'aime bien dans l'art brut, enfin, ce que j'aime bien, déjà l'art brut, on devrait l'appeler l'art en fait. Et l'autre art, on devrait l'appeler l'art académique. Parce que cette idée qu'il y ait des personnes qui vont produire quelque chose, en fait, un objet artistique, artistique entre guillemets, qu'on appelle artistique en tout cas, cette idée que ces gens-là le font parce qu'ils doivent le faire et parce qu'ils ne sont pas dans un circuit, dans un cadre particulier, ni même dans un objectif de devenir célèbre ou riche ou qu'importe, ou de marquer l'histoire en tout cas, mais qu'ils le font parfois ça peut être par un besoin compulsif ou par je sais pas, pour des raisons différentes, me semble être le plus proche de ce que peut être l'art en fait, l'art dans son sens le plus enfantin en fait, et vers quoi on devrait tous tendre, parce que ce qui se passe concrètement, moi je pense, c'est ce que je pense, mais qu'on voit avec certains artistes en tout cas,
c'est qu'en fait, on commence par rêver l'art comme une forme un peu de rêverie, en fait, d'existence au monde. Ensuite, on se professionnalise, on va dans des cadres académiques pour se rendre compte, en fin de compte, qu'on est en train de perdre quelque chose et qu'on voudrait bien y revenir. Donc, il y a toute une espèce de trajectoire comme ça qui monte, comme ça, et après, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, pour qui ça fonctionne et pourquoi ça devrait fonctionner, en fait, ça nous déçoit un petit peu, et je crois qu'après, on a envie de revenir à, comme je dis, moi, tout ce que je fais, c'est pour en fait revenir dans ma chambre d'enfant. Voilà. Quand j'étais gamin, je passais mon temps dans ma chambre d'enfant, je voulais pas sortir, c'était la plaie. Je voulais pas sortir, j'étais bien dans mon petit truc. Donc tout ça, toute cette production, c'est ça. Et c'est ce que j'aime dans l'art brut. C'est qu'on essaye c'est toujours quelque chose de très intime, c'est très personnel, mais très universel en même temps. Voilà, donc ça devrait être l'art déjà. Ça devrait pas, on ne devrait pas appeler ça l'art brut. C'est idiot en fait de dire ça. D'accord. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous apporter un petit peu d'informations sur Artaud, parce que je sais que du coup vous y connaissez. Lui, c'est vraiment l'exemple, pour le coup, de la littérature où la pratique de l'art est dangereuse. Voilà. Sachant qu'il est devenu fou, sachant qu'il a. Voilà. Mais, mais après, il faudrait faire tout un sujet sur Artaud, parce que c'est quand même l'art. Oui. Mais en tout cas, il m'a fait découvrir beaucoup de choses. Il m'a fait découvrir une écriture déjà. C'était le poète, c'était qui a aussi fait. Qui a bien compris le théâtre aussi. Qui a écrit par exemple Héliogabale, qui est un livre incroyable. Moi, ça m'avait marqué ce livre, de cette histoire d'empereur romain arrivé au trône à l'âge de 14 ans et qui va amener le culte solaire avec lui. Enfin, il y a quelque chose de très sauvage en Artaud et on comprend pourquoi il a eu du mal à vivre en société parce qu'il y a vraiment quelque chose. D'ailleurs, il est parti en Amérique du Sud aussi, donc il n'était peut-être pas à sa place ici en fait. D'accord. Et du coup, comme vous avez dit, c'est un peu ce côté de folie qu'on retrouve chez les artistes qui font de l'art brut. Et du coup, dans toutes mes recherches et tout ce que j'ai pu voir, c'est vrai que c'était souvent retrouvé chez les personnes qui avaient des troubles délirants et qui étaient schizophrènes. Et j'ai un artiste dont j'aimerais vous parler, c'est Adolphe Wolfi. Et c'est vrai que quand vous parlez entre guillemets de cette folie, c'est que j'ai pu voir qu'en fait ça va être énormément d'artistes qui vont être schizophrènes majoritairement. On va retrouver, comme vous dites, cette histoire de vouloir retourner vers l'enfance, cette histoire de quelque chose de très enfantin, même dans par exemple l'utilisation de couleurs pastel, des trucs très doux, mais où il y a toujours cette volonté de s'exorciser en fait finalement de ce qu'ils vivaient au quotidien. Et vous, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui aussi contribue à votre création ? Le principe de création, je pense, oui, en fait c'est ça, c'est comment être en sécurité quelque part tout en maîtrisant la possibilité que là où on n'est pas, il va y avoir un drame. C'est pour ça qu'on voit par exemple des œuvres avec très violentes. Oui. Justement, c'est parce qu'on veut pas, parce qu'on n'a pas envie d'être face à la violence qu'on va exorciser ça justement, c'est bien le mot, en mettant en place de la violence, mais maîtrisée, qu'on a créé nous-mêmes en tout cas, voilà, on est maître des lieux. Donc voilà toute la difficulté de la chose en fait. Ouais, mais du coup dans ces productions-là, je sais pas si vous avez vu encore dans cette idée d'art brut, c'est que souvent ces artistes, du coup liés à leurs maux psychologiques, vont avoir la particularité de saturer l'image pour que vraiment tout soit saturé, pour avoir encore une fois cette représentation du chaos qu'ils peuvent avoir dans leur esprit. Et souvent c'est vrai qu'on retrouve des textes, en fait c'est vraiment des textes des fois qui n'ont pas de sens, des textes qui vont être liés à Dieu, parce que c'est vrai que c'est des personnes qui ont beaucoup de vision, qui ont beaucoup cette impression d'entendre Dieu, qui vont être considérés comme des martyrs et qui vont avoir ce besoin en fait finalement de le retranscrire et de saturer l'image parce que c'est un besoin que tout soit complet pour que eux-mêmes se sentent complets en fait. Dans les productions d'art brut, c'est vrai que c'est toujours très chargé en fait. C'est ça. Donc oui, c'est quelque chose qui m'est familier. Ouais. Voilà. Et que j'aime beaucoup en fait. Et dans votre travail à vous, est-ce que c'est quelque chose où il y a des similarités, quelque chose que vous faites ou pas du tout ? Bah, il y a eu il y a eu un moment en écriture, oui. C'était au début, mes premiers bouquins sont très très chargés en fait, effectivement. Maintenant, j'essaie moins les charger, mais en tout cas, oui, c'est très chargé. Après, en dessin, j'ai eu des dessins comme ça.
chargé aussi, j'aime bien. Mais sinon, non, en tout cas, c'est pas quelque chose qui me définit absolument. Il y en a, ils pensent que Dieu leur parle, en fait, voilà, parce qu'ils ont mis un mot dessus. On a des choses qu'on entend dans nos têtes qui nous arrivent, comme tout le monde, j'imagine, et qu'on écrit, etc. Mais après, on n'est pas obligé d'identifier à Dieu, en tout cas, voilà. Après, j'ai eu une période mystique aussi, cela dit. Voilà, j'ai pu m'interroger ou aller même dans des monastères ou m'intéresser à la Bible, tout ça. Enfin, voilà, j'ai étudié un peu toutes ces choses-là. Voilà, mais sinon, non, je suis pas dans un processus, en tout cas, d'être habité. Enfin, en tout cas, pas plus aujourd'hui. D'accord. Et je voulais juste vous parler d'une dernière chose concernant l'art brut. Est-ce que vous connaissez Richard Dade? Parce que c'est un petit peu le père de l'art brut. Ah oui, ça, par contre, oui. En fait, il a fait une œuvre qui s'appelle Le magicien bûcheron. Et je pense que celle-ci, si vous cherchez son nom, vous allez la trouver tout de suite. Ah oui, d'accord. Ah, c'est lui, il s'appelle Dad. Ah oui, je m'en souviens. Oui, vous savez, c'est ok. C'est une surcharge de stimulus où le peintre lui-même, en fait, s'est remis. Il faut vraiment bien regarder l'œuvre pour le retrouver. Parce qu'en fait, au milieu, on le retrouve complètement recroquevillé parce qu'il est apeuré, en fait, de tout ce qui traverse dans son esprit. Et voilà. Il est assis tout petit, là, au milieu. Là. C'est ça, il est minuscule et en fait, il est déformé de la réalité. C'est une œuvre qu'il a menée pendant 9 ans, donc ce qui est quand même assez énorme. Et pour lui, elle n'est pas achevée. Pour lui, il manque encore beaucoup de choses, alors que, comme vous pouvez le voir, c'est une masse très importante dans sa création, quoi. Mais c'est quelque chose qu'aussi on retrouve beaucoup chez ces artistes-là, quoi. Oui, d'être jamais satisfait. Parce que je pense que chacun a une vision exacte de ce qu'il veut. Et même si ça paraît abouti pour les autres, pour certains artistes, ça ne l'est pas du tout, en fait. Ils sont très déçus. Il y a un artiste qui faisait pas de l'art brut, mais par exemple comme Glenn Gould, vous voyez qui c'est? Ça me dit quelque chose. Le pianiste. Bon, Glenn Gould, lui, il était vraiment neuroatypique. Je pense qu'il était Asperger, je crois. Et donc il a été connu parce il jouait les variations Goldberg de Bach. Et donc il est incroyable parce que il est obsédé par ça. Pour lui, il a jamais réussi à la jouer parfaitement encore voilà, alors qu'il a passé sa vie à le faire en gros. Lui, il était vraiment vraiment très particulier pour le coup. Dans son monde, son tabouret, son banc était à une certaine hauteur qui était très atypique, trop bas normalement, beaucoup trop bas. On l'entend d'ailleurs si vous écoutez les versions de Goldberg, vous l'entendez même murmurer en fait, il murmure comme ça. Il avait le même régime alimentaire, il se prenait tous les matins, il prenait sa tension, sa température, son truc, il mangeait toujours la même chose. Voilà, donc c'était très voilà. Mais il a toujours considéré, il n'était pas très satisfait à chaque fois, donc il l'a refait un nombre de fois incalculable. Donc voilà, l'insatisfaction fait partie mais aussi parce que l'insatisfaction, est aussi un refuge en fait, parce que tant qu'une œuvre dure, en fait, quand on travaille sur une œuvre, quand on travaille sur il faut pas oublier que quand on travaille sur quelque chose d'artistique, on est en train de produire quelque chose et qu'on est habité par cette chose. Comme par exemple moi, quand je fais du roman, je suis dans mon roman. C'est aussi un cercle vertueux, c'est un pentacle, c'est une protection. C'est comme si on mettait du sel autour de soi pour éliminer. Parce qu'on a l'impression que tant qu'on est là-dedans, dans ce processus, c'est un peu vrai, rien ne peut arriver de fâcheux parce on doit arriver au bout et on sait qu'on va arriver au bout. Donc, je peux imaginer que parfois, on a oublié que là, par exemple, j'ai terminé un roman. Bon, je vais le retravailler et tout. Et j'étais très déprimé à la fin. On a l'impression de quitter son monde, des amis, des personnages. Et aussi, on a l'impression là, cette fois, ça y est, on revient dans le monde normal, entre guillemets. On n'a plus une double vie. Et du coup, avec ses dangers, ses appréhensions, etc. Donc, c'est aussi pour ça que parfois, on aime bien pousser le bouchon pour que ça dure le plus longtemps possible. Pour chercher le détail qu'il faut encore. C'est un petit peu cette forme d'abandon, en fait. Quand on finit d'écrire quelque chose, c'est comme si nos personnages nous abandonnaient parce qu'ils font plus partie de notre vie, en fait, finalement. Ah, c'est la loose, hein. C'est la loose. Non, c'est vrai, hein, c'est la loose. Moi, j'ai un personnage, j'étais obligé d'éliminer, j'en ai obligé 2, 3. Ah, c'est terrible, quoi. C'est un crève-cœur de devoir les licencier, quoi, en fait. Ou de faire en sorte qu'ils n'existent pas, en fait. Ils sont avortés, quoi. Après, les autres, ils existent. Alors, c'est marrant parce que, c'est un autre sujet, mais le fait de devoir grandir nos personnages, de les voir certains on pensait que c'était un personnage secondaire, ça devient un personnage très important petit à petit, parce qu'ils ont leur logique, etc. Donc il y a quelque chose de c'est de l'ordre du divin en fait. On est un peu comme un dieu qui fabrique nos petits mondes. Donc ça vaut le coup de prendre des risques pour faire ça, j'imagine.
Je vais te poser une toute dernière question avant qu'on soit obligé de se reconnecter. Ouais, Ce serait pour vous de te demander si pour toi, l'art peut aider les personnes neurodivergentes. bien sûr. Bien Oui. sûr. Alors, pour le coup, une réponse qui ressemble à la réponse de la première question. C'est la question, c'est est-ce que l'art peut aider? Oui, mais toujours pareil, c'est comme ça peut aussi les enfoncer en fait, en vrai. Enfin, c'est très compliqué. Moi, je pense que la pratique de l'art peut les aider parce ça permet d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous, d'exprimer notre rapport au monde, d'exprimer des envies, en tout cas l'idée d'un absolu qu'on aimerait voir s'accomplir. Après, la dangerosité, c'est que l'art peut aussi nous éloigner, nous mettre en retrait de l'autre, parce que ça permet, on peut se permettre de le faire en tout cas. C'est-à-dire par là que moi, par exemple, mes productions pourquoi j'apprends des choses, j'apprends des choses pour faire d'autres choses. Concrètement, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à travailler avec les gens. Je fais souvent des choses seul. Je préfère faire le maximum de choses seul. Je fais des petits trucs, des machins, je fais de la vidéo, je fais le son, enfin des choses. Mais je fais très peu appel aux autres en fait, parce que ça me pose des problèmes relationnels ensuite. Et surtout, c'est très compliqué d'amener l'autre dans sa tête pour qu'il sache ce qu'on a envie et comment on en a envie. Et puis aussi tout simplement la volonté de pas d'ennuyer les gens parce que voilà, des fois je peux me dire que ça les intéresse pas plus que ça. Voilà, donc c'est pour ça que l'art peut être compliqué parce qu'on peut pratiquer de l'art. D'ailleurs, c'est arrivé, hein, il y a un artiste qui s'appelle David Nebreda. C'est très particulier, c'est très extrême, il est schizophrène, etc. Il vit chez sa mère, dans sa chambre. Ça fait des années, peut-être 20-30 ans qu'il n'est pas sorti, David Nebreda. Alors lui, il se fait des automutilations, il fait des trucs assez trash. Il prend des photos, par contre, incroyables, en argentique. Magnifique photo. Et c'est lui son sujet. Alors il est tout maigre, il est anorexique, enfin voilà, c'est un truc. Lui, par exemple, voilà, Mhm. pour le coup, l'art l'a propulsé dans un endroit là complètement. D'ailleurs, je crois qu'il est mort d'ailleurs, parce que bon, il a été un peu trop loin. Mais c'était, voilà, oui, là, je pense que. Et il faisait des choses avec, oui, vraiment, c'était des trucs avec son caca. Il faisait plein de trucs, du sang. Mais il était complètement enfermé. Donc, est-ce que l'art l'a aidé? Là, je sais pas, pour le coup. Ouais, donc Donc, je sais pas quelle est. Voilà. pour vous, voilà, l'art, Ça dépend des personnes. voilà, c'est ça. Pour les personnes neurodivergentes, ça peut même créer des problèmes en plus, en fait, finalement. Voilà. Mais ça peut les aider, attention. Je suis pas en train Oui, de dire que ça crée que des problèmes. C'est qu'il faut qu'il y ait qu'ils arrivent à sortir voilà, de faire attention en tout cas. Parce que c'est un abîme aussi, là. alors, donc on va passer à une autre question qui est à quel âge as-tu été diagnostiqué, si tu as été diagnostiqué ou pas? En fait, il y a eu deux fois où on m'a demandé de faire le diagnostic. Ça a été une fois, c'était un psychiatre. C'était à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris. Parce que j'avais passé un petit temps en psychiatrie suite à des excès d'enthousiasme. Donc voilà, on m'avait dit, et je l'avais pas fait à l'époque parce que ça m'intéressait pas en fait, j'étais dans autre chose, voilà. Et ensuite, ça a été là, il y a eu quelques années, j'avais vu un psychologue qui m'avait aussi proposé, par deux fois, il m'avait proposé, mais pareil, en fait, la chose qui s'est passée, c'est que je voyais pas l'intérêt pour moi en fait. Aujourd'hui, hein, je parle. L'intérêt dans le sens où j'ai trouvé un équilibre en tout cas, j'ai fait un grand travail sur moi-même, long travail que je continue à faire, hein, où comme je dis, je me corrige en fait, j'essaie de me cadrer, je sais quelles sont mes faiblesses, les forces, là, ce que je dois éviter, vers quoi je dois aller, etc. Donc je vois pas trop l'intérêt de savoir, enfin, de faire des tests dans le sens où j'ai pas envie d'avoir l'impression, ni d'appartenir à un groupe. En fait, tout simplement, c'est bête, mais voilà. Donc je l'ai pas fait. Voilà, donc je l'ai pas fait, tout simplement. Et en plus, à mon époque, donc là je parle de quand j'étais enfant, à l'école, etc. Aujourd'hui, il y a une vraie attention qui est faite sur toutes les personnes qui sont différentes, entre guillemets, par rapport à la norme, que ce soit dans tous les domaines. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, en fait. Les 80, 90, c'était absolument pas le cas. Donc là, c'était bon, voilà. Surtout dans un collège ou un lycée de banlieue assez violente et voilà où c'était pas l'intérêt de la chose. Donc voilà, donc du coup c'est pas du tout c'est pas été dans mes priorités, voilà. Est-ce que ce serait peut-être une crainte de votre part d'avoir un statut en fait fixe sur ce que vous avez dans votre tête, ou quoi que ce soit, ou c'est juste un truc où voilà Bah vous. non, c'est juste le fait que qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette information en fait concrètement.
Voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Alors, je sais pas quoi en faire. Alors du coup, comme je sais pas quoi faire de cette information, je vous dis, j'ai pas envie comme on peut imaginer, l'utiliser pour avoir l'impression de faire partie d'une espèce d'aristocratie, ce qui est complètement faux, que vous savez aussi d'ailleurs. Ou alors, une manière aussi parce qu'attention, je dis ça aussi, alors là, ça m'est très particulier, enfin, ça me concerne moi, c'est pas une généralité. C'est que comme j'ai pris le parti aussi de ne pas me laisser ne pas m'autoriser à avoir des excuses pour aller vers là où j'ai envie d'aller et puis de faire ce que j'ai envie de faire. Il y a aussi cette idée que peut-être, si j'avais cette information, ça pourrait me permettre, moi, personnellement, de me donner des excuses ou des occasions en fait de me dire ah oui mais si c'est comme ça c'est parce que je suis comme ça. Vous voyez Oui, ce que je veux dire? Alors oui, que là, exactement. ce que j'ai fait toute ma vie, c'est que j'ai toujours travaillé sur moi, d'une manière qui peut être assez violente même, parce que comme je dis toujours, je me corrige. Voilà, je me corrige. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc je me force à faire des choses. J'ai voilà, des petits rituels, des machins qui font que, voilà, comme ça, je sais vers quoi je veux aller en tout cas, et vers quoi je veux pas aller surtout. C'est ça le principal. Et donc j'ai pas envie en tout cas que, enfin maintenant ce serait plus le cas d'ailleurs, mais j'aurais pas eu envie en tout cas que dans ma tête il y ait un germe de quelque chose qui me disent ah bah oui, oui mais en fait on t'a dit que t'étais pas comme les autres ou comme d'autres personnes d'ailleurs. Donc ah bah si tu penses ça ou si t'as cette angoisse et tout, c'est normal. En fait non, moi je me suis fait violence en fait parce que bah, j'étais tout seul et je savais pas d'ailleurs, hein, attention. Et du coup, alors est-ce que c'est bien ou pas bien, ça je ne sais pas, mais en tout cas en ce qui me concerne, j'ai l'impression d'avoir trouvé un équilibre. Enfin l'impression parce que c'est pas dit que les autres ça se trouve, mais bon. Euh, donc voilà pourquoi voilà, je sais pas Ouais. spécialement, ça va Cette pas me servir à question quelque de chose. diagnostic, Ça peut peut-être même me perturber en vérité. oui, Oui, je comprends totalement. donc voilà. Ok, je voulais savoir comment se passe ta journée quand tu es en pleine création. Est-ce que c'est simple pour toi de te concentrer ou d'être productif? Alors il y a deux trucs. Enfin, alors déjà enfin je pense, mais je crois que c'est ça. Je suis productif tous les jours. Voilà. Déjà ça c'est sûr. Je pense pas passer une journée sans avoir produit quelque chose, aussi simple soit-il, même une pensée ou quelque chose en tout cas. Voilà, donc c'est bien ça le problème. Ensuite, ben, ça dépend. C'est-à-dire que je peux effectivement, mes journées sont, par exemple aujourd'hui, elles sont divisées en plein de choses. Là, je vais bosser je dois faire un texte pour le théâtre, je dois faire des dessins pour donner pour un dossier là pour une autre pièce de théâtre. Je dois revenir sur du scénario cet après-midi avec le co-scénariste parce qu'on travaille sur un scénario pour une boîte de prod. Et après, mon petit film d'animation que j'ai terminé, j'en suis au costume, voilà. Donc je peux passer de l'un à l'autre sans problème parce que j'ai appris à ritualiser les moments et que je sais, à partir du moment où il y a un début, une fin, je peux switcher ouais, facilement d'un endroit à un autre. Seule exception, parce qu'il y a une exception évidemment, euh, c'est le roman. Le roman, je dois m'y consacrer totalement parce que pour le coup, ça prend tellement d'énergie, ça demande tellement d'implication, c'est beaucoup de données et surtout, c'est sans doute, parce que c'est sans doute avec ça que j'ai commencé, c'est ce qui va me plonger le plus en moi, en fait, d'aller chercher des choses en moi qui sont pas agréables parfois. Et donc là, il faut être dans un état émotionnel particulier. Il faut que je fasse attention à ne pas voir des choses ou des gens qui pourraient me dévier un certain équilibre, en tout cas émotionnel, qui me permet de juste de créer avec l'atmosphère qui me va, le ton, les personnages, etc. Et ça, c'est extrêmement fragile. Donc pour le coup, je suis un peu en mode, je fais que ça. Je fais que ça. Et là, pour le coup, bah, je me lève très tôt le matin. Je dors pas beaucoup, donc je me lève très tôt le matin. J'ai des nuits qui sont très assurées. Quand je dis très tôt, là, mon roman, quand j'ai bossé dessus, je me levais à 5h, 4h30, enfin des fois, mais bon, parce que comme le cerveau, il pense énormément, ben Hmm. on dort pas, hein. En fait, ça nous réveille très facilement. Donc voilà. Donc le roman, c'est encore autre chose parce que c'est vraiment un univers. Là, pour le coup, je vais chercher des choses assez compliquées. Donc voilà. Mais sinon, le reste, je passe de l'un à l'autre avec une intensité qui n'est pas moindre d'ailleurs, hein. C'est pas une question d'intensité en termes de travail et de concentration. La concentration, c'est facile, mais c'est plutôt en termes d'implication de soi, de l'intérieur de soi, de sa chair en fait. Voilà. Dans le roman, c'est très particulier. Pour moi, c'est mon domaine roi, on va dire entre guillemets. Voilà. D'accord. Donc quand vous êtes en train
Donc vous avez une conception de quelque chose, c'est vraiment vous seul qui travaillez sur la chose et après peut-être vous le partagez avec vos équipes et tout ça. C'est ça, c'est ça. D'accord. Après, il y a aussi, je ritualise aussi les choses, c'est que par exemple pour le roman ou quand j'écris, pour beaucoup de choses, j'utilise toujours j'ai une boucle. J'utilise pour à chaque fois une boucle différente de musique, par exemple, une petite boucle. J'ai trouvé des trucs, genre sur Internet, il y a des boucles de 20 heures. Donc je mets ça, et à partir du moment où j'ai ça dans les oreilles, c'est bon, c'est parti, quoi. Donc ça tourne D'accord. rond, c'est une petite boucle toute fine. Je veux pas d'éléments, je veux des éléments répétitifs, en fait. C'est ce qui fait que c'est ce qui me permet de rentrer tout de suite dans la chose, Bah, du coup, ça va dans le amener travail. la question suivante. Et est-ce que la musique t'a aidé à obtenir des mots sur ce que tu n'arrivais pas à identifier ou à exprimer dans ton art? Alors oui, la musique, elle aide dans la mesure où elle va générer, c'est un catalyseur d'émotions. C'est-à-dire qu'en fait, si on a envie d'être, on se dit, tiens, là, j'ai besoin d'une ambiance un peu qui soit un peu. Moi, je suis assez, depuis enfant surtout, j'étais assez mélancolique. Donc, je suis assez sensible à la musique. J'en écoute pas beaucoup. Parce que justement, voilà, ça met toujours dans des états particuliers, en tout cas. Voilà, c'est un catalyseur d'émotions. Donc, faut faire très attention. Moi, par exemple, quand j'étais ado, j'étais persuadé que j'allais finir ma vie tout seul comme une grosse loose, parce que, bah, évidemment, j'étais dans un lycée, un collège où personne s'intéressait à la poésie ou à rien. Enfin bref, c'est autre chose. Et du coup, j'écoutais énormément. Je me faisais des cassettes, j'enregistrais des cassettes de slow. Et là, oh là là, je me mettais tout seul dans ma chambre et je pleurais comme une madeleine en écoutant des vieux slow. C'est vraiment la loose totale, quoi, en me disant que j'allais mourir. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc voilà, donc ça me mettait dans des émotions pas possibles, quoi. Ou l'inverse d'ailleurs, très joyeux ou très voilà. Donc je fais attention à l'utilisation de la musique parce que du coup, j'en écoute pas beaucoup, parce que ça me met dans des états, voilà, il faut que je contrôle ça. C'est-à-dire que quand je dois comme je travaille beaucoup, je suis toujours en train de créer des choses, j'ai besoin d'être dans des états particuliers. Je les connais, voilà, je sais que là, il faut que je sois comme ça, là, je sois comme ça, je sois comme ça. Et du coup, voilà, quand j'utilise la musique, là où je l'utilise vraiment, c'est voilà, c'est pour faire d'écouter des boucles répétitives, extrêmement. J'aime bien, par exemple, c'est pour ça que j'aime bien Philip Glass ou des mecs comme Steve Reich. Ils font de la musique répétitive, en fait. Et moi, j'aime bien beaucoup Philip Glass. Et du coup, ça me met dans un état très particulier pour chaque chose que je fais. Je mets un petit, voilà, j'écoute, et mon cerveau sait que ça démarre. C'est bon, c'est parti. On va travailler sur ce projet-là, sur ce sujet, et pas autre chose. Donc voilà. Donc je choisis avec beaucoup d'attention ce que j'écoute. Et quand je suis chez les gens, parfois la musique, voilà, ça peut aussi biaiser les choses parce qu'il suffit qu'il y ait une musique qui nous mette dans un certain état et du coup, on n'a plus envie de rigoler ou on rigole, enfin, qu'importe. Voilà. Bon. Donc la musique, voilà, je fais attention, donc je n'écoute pas énormément. D'accord. Du coup, je voulais savoir si à l'heure actuelle, il y a assez d'artistes neurodivergents qui sont reconnus pour leur art. Euh, Bah déjà, je pense qu'il y en a parce qu'il y en a toujours eu. Genre, ça va de Van Gogh à Andy Warhol ou Glenn Gould, ce dont je parlais. Mais aujourd'hui, bah oui, il y en a. Je pense qu'il y en a en fait. Enfin là, je connais pas assez. Je m'intéresse. Enfin, je regarde pas trop ce qui se passe au niveau de l'art en général. Parce que étrangement, je m'intéresse très peu à mes contemporains. Je me rends compte. Donc, donc non, je sais pas en fait. Je sais pas, mais je pense que oui. Oui, après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas donc contemporains dans notre période actuelle, mais qui, par exemple, comme vous avez évoqué Van Gogh, il y a Goya et Géricault, par exemple, qui Ah sont oui, des, ah oui. voilà, qui sont des artistes bien plus anciens et qui ont été un petit peu, le mot aliéné n'est pas très adapté, mais qui ont été Si, si. voilà, menés à travers Ah oui, certains oui, oui. mondes à faire des créations particulières avec des sens très lourds en fait. C'est vrai, exactement. Exactement. Il y a eu ça, mais il y a aussi des artistes qui ont eu qui qui ont aussi produit, c'est-à-dire que leur atypie ne s'est pas particulièrement manifestée dans une manière particulière d'amener certaines choses, vraiment, mais par une espèce d'obsession. Voilà. Oui. D'obsession de chercher l'idéal. On peut avoir des gens comme Van Gogh, justement, qui avait une obsession, qui d'ailleurs, au début, voulait être pasteur quand même, il voulait se rapprocher de Dieu et tout, donc il avait déjà Mmh. une mystique en lui. Il y a aussi Camille Claudel, il y a aussi des gens comme, et qui sont devenus fous, en fait, parce que, enfin, fous.
Parce qu'à l'époque, on savait pas trop quoi en faire, mais c'est surtout parce que ils cherchaient un idéal, ils cherchaient quelque chose en tout cas qu'ils n'ont pas réussi à avoir. Et ça peut rendre fou aussi de chercher dans l'art, de chercher voilà l'œuvre totale, idéale. C'est une entreprise complexe et dangereuse encore une fois, comme on peut le voir. Mais oui. Ok. Du coup, pour rebondir un peu sur ce qu'on vient de dire, connaissez-vous l'histoire de certains artistes ayant des troubles, donc du coup psychologiques? Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous venez d'évoquer, si vous avez d'autres particularités? Sinon, on peut s'arrêter là. L'attention n'est pas amenée au même endroit, je pense, pour ces personnes. Il y a des personnes, chaque personne est différente, mais en tout cas, tout à l'heure, quand on parlait de Wolfie, par exemple, ou des gens comme ça, bon, ben voilà, l'attention est portée sur un détail qui est un peu différent du commun des mortels, et du coup, c'est ce qui va faire que leur travail va devenir obsessionnel. Et Van Gogh, c'était toute sa vie, c'était une recherche de l'absolu, en fait, la peinture comme absolu total. Et Van Gogh, c'est intéressant parce qu'il avait vraiment, en même temps, il a développé cette capacité à être. Il a accueilli une prostituée chez lui, en fait, longtemps. On lui a reproché, il a voulu être, voilà, il a voulu rentrer dans les ordres. Il s'est fait bâcher parce que, ben, on considérait, alors qu'il avait laissé, il avait tout donné à des pauvres, mais on lui avait dit que c'était pas normal, il comprenait pas. Donc il avait déjà un idéal en fait inaccessible, qui fait que ça le retirait un peu du monde du monde des hommes, quoi, tout simplement, parce qu'il pouvait pas vivre dans un monde fait comment avec ce qu'il considérait être des inégalités, ou en tout cas pas normal, parce que lui se disait pas qu'il n'était pas normal, il disait que le monde était pas normal, ce qui est différent en fait. Voilà, les artistes d'art brut justement qui vont produire parce qu'ils veulent pas avoir de contact avec l'extérieur, ils veulent pas avoir de rentrer dans l'institution en tout cas, parce qu'ils ne peuvent pas pour plein de raisons, hein, pour des raisons émotionnelles, pour des raisons relationnelles. Oui, ils produisent de l'art en tout cas, et ils ont toute leur place, enfin oui, largement même. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours en tant qu'artiste et ce qui par la suite t'a donné envie d'en faire part à tout le monde? Moi, je suis arrivé, j'ai vécu en Algérie en fait quand j'étais enfant, gamin jusqu'à l'âge de 10 ans. Je suis arrivé en France, à Dijon, et déjà j'étais en Algérie, j'aimais beaucoup lire, etc. Et j'ai su à 10 ans, quand je suis arrivé, j'ai dit à mes parents que je voulais être auteur et écrivain. Donc ça, c'était sûr et certain. J'avais pas de doute. Et cette pensée m'est restée comme une évidence en tout cas, tout le temps. C'est-à-dire que par là, je voulais dire que je suis pas devenu écrivain à partir du moment où j'ai édité un bouquin, c'est que je suis devenu écrivain à partir du moment où je me suis rendu compte que c'est la chose que je voulais faire et que j'allais faire en tout cas, que ça serait entre guillemets une destinée. Voilà. Je voulais être écrivain après, voilà. Donc j'ai réussi, en fait, hein, on peut dire que je considère que j'ai réussi ma vie, en tout cas, parce que j'ai édité un roman, donc c'était mon objectif de rêve Mmh. d'enfant, donc je l'ai réalisé, tout le reste c'est du bonus, on peut dire. Voilà, donc ça c'est important de le dire parce que on n'est pas, c'est pas parce qu'on a édité un bouquin qu'on est écrivain, et c'est pas parce qu'on n'a pas édité de bouquin qu'on n'est pas écrivain. Donc c'est différent. Donc voilà, mon parcours c'est ça. Donc j'ai commencé à écrire de la poésie, je commençais à en lire, etc. Enfin voilà, de la poésie classique d'abord, voilà, l'alexandrin qui est très formateur pour tous ceux qui veulent écrire. En tout cas, l'alexandrin c'est une très très bonne formation au niveau du rythme pour l'écriture. Totalement d'accord. Donc classique. Et en plus, donc comme j'étais dans ma banlieue et tout, j'avais très peu accès à la culture et aux autres en fait. Je savais pas qu'une école de cinéma ça existait, je savais pas qu'une école de théâtre existait, je savais pas qu'une école de musique existait. Enfin, je savais pas que tout ça existait. Bref, j'ai appris très tardivement, donc j'ai pas pu m'insérer dans des choses plus institutionnelles en tout cas. Et ensuite, bah, j'ai commencé à écrire parce que, enfin, j'ai écrit. Et comme je savais que je voulais être écrivain, je faisais des boulots, j'essayais ensuite, après la fac, faire des boulots alimentaires, mais vraiment alimentaires, hein. Du coup, j'ai quitté un nombre d'emplois assez conséquent. Je partais tout simplement, parce que j'en avais marre. Donc ça pouvait être une journée, 2 heures, 3 heures, 2 semaines, voilà. Parce que voilà, voilà, au bout d'un moment, ça m'intéressait pas. Et puis ensuite, j'ai envoyé mon premier roman, et j'ai été édité. Et on est content d'être édité. Attention, je dis pas qu'il faut pas être content. Là, on est très content même. J'avais eu 300 francs de droits d'auteur, donc j'étais hyper content, j'étais très fier. Et puis après, ben, on continue et puis on avance quoi. Donc voilà un peu le parcours. Donc voilà, oui, c'était une décision assez prise très tôt, en tout cas. En tout cas, c'était évident. C'est une évidence, c'est pas une décision de d'écrire. D'accord. Du coup, il me reste genre vraiment 2 questions, donc ça va être assez rapide. Est-ce que déjà tu te sens légitime, du coup, en tant qu'artiste, malgré tes différences?
Mais oui, je me sens parfaitement légitime, en fait. Et il faut l'être, en fait. Parce que je produis quelque chose. Et voilà. Donc, à partir du moment où c'est le cas, il faut se sentir légitime, en tout cas. Je vois pas pourquoi on ne le serait pas. Après, il y a la reconnaissance des autres qui peuvent donner un peu plus de poids à cette légitimité que, je peux dire, une certaine mesure j'ai, parce que voilà, j'ai des éditeurs, j'ai des livres, je fais des choses, les gens me disent c'est bien, bon, bah, voilà. Et surtout aussi, on peut ajouter le fait que j'en vis même, donc voilà, ça veut dire que ça va. Mais le principal, c'est que moi, je suis content de ce que je fais. Parce que, encore une fois, c'est des étapes, et ces étapes-là me plaisent parce qu'à chaque fois, ça me permet d'avancer encore dans un cheminement qui, on le sait, est sans fin, et ça, c'est la plus grosse des angoisses. Il y a un proverbe zen qui est intéressant, qui résume un peu ça, c'est toute l'angoisse qu'il peut y avoir, il dit, la flèche, en atteignant sa cible, rate toutes les autres. Donc c'est un peu ça. C'est qu'on a toujours l'impression que quand on a touché au but, c'était pas, oui, on est content, mais ailleurs, voilà. Donc on avance. Et, euh, et donc oui, oui, je me sens parfaitement légitime en fait, parce que j'avance, tout simplement parce que je fais un travail qui se déploie. Et à partir de là où il y a du mouvement, où je me sens pas nécrosé dans une seule chose que je pourrais faire, donc et puis qui me correspond bien. Donc voilà. Donc oui, donc je me sens parfaitement légitime. D'accord, parce que juste très brièvement, quand je parlais de légitimité, c'est que souvent beaucoup d'artistes neuroatypiques, que ce soit des personnes là, qui ont un TDAH, un TSA ou encore des troubles neuropsychologiques, souvent ils se disent que par leur création, ils sont pas légitimes déjà en tant que personne ayant des troubles, mais aussi en tant que personne dans leur création. C'est pour ça que je tenais vraiment à vous poser cette question. Mais du coup, c'est Hum. super que vous ayez pu me dire que bah finalement, limite, ça vous aide à pouvoir créer et c'est très intéressant ce que vous avez pu me dire. Voilà. Bah, C'est si on part du principe toujours qu'on recherche que la création est un acte enfantin, bah voilà, on est légitime à partir du moment où on le pose cet acte-là. Il y a pas, moi, c'est la première légitimité, c'est ça là. Et il faut l'être en tout cas. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez déjà écrit des poèmes, du coup, comme vous m'avez déjà un peu exposé. Donc, à quel but? Et est-ce que ça a reflété votre vie, en fait? Quelles étaient les créations que vous avez fait? Est-ce que c'était quelque chose tiré de l'imaginaire ou quelque chose qui faisait écho à votre vie? Alors, la poésie, alors c'est au début j'ai commencé par la poésie, voilà. Et je continue à en faire de la poésie en vérité. C'est simplement que je l'ai intégrée dans beaucoup d'autres choses. Je l'intègre dans toutes les autres créations, il y a de la poésie en fait. Après, sur la question de est-ce que dans les poésies ou les textes, plus largement les textes, est-ce que je parle de moi, est-ce que je parle de mes expériences et tout, la réponse c'est oui, mais non. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes textes, en fait, si on les lit, bon, ben, ça sera des textes, et ça pose des choses, ça parle de certaines choses, en tout cas, voilà, on va pas faire le détail, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dedans, moi, je sais qu'il y a en fait, c'est comme s'il y avait une lecture sacrée et une lecture profane. Moi, je sais les endroits où j'ai posé des choses qui me concernent, en fait. Mais simplement par pudeur, par peur, parce que toujours pareil, c'est pas une espèce d'angoisse c'est qu'en fait, je sais, voilà, je connais les endroits dans les textes où je parle de moi, je sais pourquoi je parle voilà, vraiment de moi. Mais en tout cas, ils ne sont absolument pas visibles. Et même des fois, parfois, ce qui arrive aussi dans le roman, par exemple, il y a des personnages qui émergent et d'un seul coup, on se dit, mais attends, mais lui, je le connais, en fait, c'est mon frère. Voilà. Ah, tiens, ça, c'est moi, mais comme ça. Et qui me font des fois peur, même, en fait, parce qu'on va chercher des choses qui nous font peur. Donc, ça parle de moi. Quand on écrit une scène, quand on raconte quelque chose, ça vient de notre expérience personnelle, tout simplement. Donc, à partir du moment, tout acte, à la limite, créateur, parle de nous-mêmes, en fait. C'est Oui, bien faux de sûr. penser qu'il parle d'autre chose que voilà. Mais en tout cas, moi, voilà, moi, c'est comme ça que je pose les choses, sachant que c'est parce que aussi la manière dont j'ingurgite et je prends les choses, c'est une manière plutôt, ça infuse en fait. C'est que j'ai pas les choses que j'apprends, que je vois, infusent en moi. Elles font partie de moi après, mais c'est pas des informations que j'ai précises, carrées, qui restent dans un coin de mon cerveau. Elles se déploient partout en fait. Et du coup, oui, quand j'écris, ouais, on parle toujours de soi. Et moi, c'est ce que je fais, mais ça se voit pas, voilà. Je fais pas dans l'autofiction, par exemple. Pas à la Christine Angot ou à la Chloé Delhomme. Je fais pas ça, en fait. Voilà. D'accord. Et du coup, pour finir, est-ce que l'art est indispensable à ta vie? Tu as pu me dire que l'art Non, mais t'anime ça au rejoint l'autre quotidien. question du début.
Ouais. Oui, il m'anime, mais en même temps, j'aimerais bien, j'ai toujours le fantasme d'arrêter un jour et puis d'être peinard comme ça, parce que c'est pas tranquille. Mais voilà, donc c'est toujours des rapports très, très, très conflictuels, complexes avec cette activité, en tout cas. Moi, quand j'étais petit, par exemple, je posais beaucoup de questions, etc. Donc, on me filait du Terralen, c'est un sirop qui endormait parce qu'ils en avaient ras-le-bol de moi. Donc, on me filait du Terralen à bloc. Donc, j'étais un peu shooté. En plus, j'étais somnambule en plus. Donc, je me retrouvais un peu sous le placard. Ouais. Et en plus, je m'agitais beaucoup dans mon sommeil. Donc, j'ai dormi pendant longtemps dans un sac de couchage parce que je m'étranglais avec mes draps. Donc, voilà l'affaire. Bref, tout ça pour dire que cette pensée-là, quand on est enfant, je me souviens que c'était un peu compliqué parce qu'on avait beaucoup de questions, on était là et chaque chose nous emmenait vers autre chose. Après, avec l'âge adulte, ça a été encore complexe parce qu'effectivement, cette pensée qui permet. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a une pensée arborescente, en vérité. C'est une forme de pensée que tout le monde a. Mais la différence, c'est comment dire, c'est l'arborescence et son choix, ses potentialités qui peuvent être plus nombreuses. Et quand elles sont nombreuses, on peut être envahi. Et quand on est envahi, ben, on peut finir à l'hôpital Dieu parce qu'on a un moment, on peut plus supporter de voir des voitures de telle couleur l'une à côté de l'autre parce que c'est pas logique. Donc voilà. Après, c'est quelque chose de très utile dans l'art parce que le principe de l'art, c'est quoi? C'est quand même de réunir deux choses qui a priori n'ont aucun rapport. Là, on commence à faire de l'art quand on fait ça. Ça, pour moi, c'est la forme, pour moi, c'est ça l'art. Donc, quand on a une pensée arborescente, c'est très intéressant parce que précisément, ça va chercher partout. Ça ouvre, ça va dans tous les domaines, ça cherche partout, ça ramène toutes les références, ça les mélange, et donc c'est très intéressant. Après, ça l'est moins quand il s'agit de travailler avec d'autres personnes parfois, parce que ça peut être très compliqué de se faire comprendre. L'autre peut aussi réagir d'une manière un peu trop. Ça a été une angoisse, ça, par contre, plus à l'école, c'est-à-dire au collège, lycée. Moi, j'avais une prof, comme j'avais dit à Guillaume, mais j'avais une prof d'histoire qui m'avait interdit de poser des questions en classe. Donc j'étais un peu très angoissé, ça m'a vraiment c'était terrible. Mais c'est surtout voilà, travailler avec les autres. Et c'est ça qui est compliqué en tout cas, quand on a ce genre de pensée. Parce qu'on est très excité, on peut passer par des phases maniaques et après dépressives, ce qui m'est arrivé un petit peu avant, mais moins. Après, évidemment, pour calmer ça, ben, on peut aussi commencer à prendre des expédients, comme l'alcool, les drogues, voilà, mais c'est pas vraiment la solution la plus adaptée, il faut dire la vérité. Donc voilà, donc c'est intéressant. Mais ça a ses problèmes, ses limites, ses angoisses, parce qu'il faut trouver. En revanche, quand on trouve la bonne personne face à soi, là c'est magnifique, parce que du coup ça va très très vite. On peut travailler, ouais, c'est très très exaltant, voilà. Mais si on trouve pas la bonne personne, il y a une angoisse. Moi, il y avait une fois, j'ai travaillé avec quelqu'un, j'avais eu un rapport avec quelqu'un. On devait travailler cette personne, elle parlait comme ça. Alors, Tariq, donc, si on ah ben là, j'ai failli mourir quoi. J'en pouvais plus. Je pouvais pas travailler parce que tout ça pour me dire un truc que je sais. Alors j'ai trépigné, mais un truc du genre, voilà, je sais pas, n'importe quoi. La Terre est ronde ou il fait beau dehors, mais et du coup il y a rien de plus angoissant quand on est là. Alors on attend. Alors, au collège c'était un peu la loose aussi parce qu'on est là, on trépine. Et là voilà, cette personne-là, ben j'ai pas pu travailler avec elle du tout. J'ai arrêté parce que là, c'est pas possible, on n'avançait pas quoi. Merci d'avoir écouté notre épisode des mots sur nos mots. Pour poursuivre notre enquête, retrouvez-nous dans Un échappatoire à la réalité.